Alors, je suis donc Amaranta Barclay-Bourgeois. Je suis la directrice de l'association nationale JADE pour celles et ceux qui ne le sauraient pas. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans la salle. Vous savez qu'au tout début, le credo de JADE, c'était porter la voix des jeunes aidants. Eh bien, aujourd'hui, ça va être un peu difficile pour moi. Donc, heureusement, je suis accompagnée par deux jeunes adultes aidantes qui vont pouvoir modérer cette table ronde avec moi. Alors, je vais peut-être commencer par vous laisser vous présenter, mesdames. Je crois qu'on commence par toi, Bénédicte, que ton nom est affiché derrière toi. Ah OK. Oui, donc bonjour, donc merci pour l'invitation. Donc moi je suis Bénédicte Kehl, je suis conseillère nationale à APF France Handicap. Donc un tout petit peu, effectivement, j'imagine présenter un petit peu APF France Handicap. Donc APF France Handicap, c'est pas du tout une association de jeunes aidants. C'est une association de personnes en situation de handicap. C'est une vieille association créée en 33. Et donc c'est une association qui a à la fois toute une dimension défense des droits des personnes handicapées. Hein, c'était son objet de départ. Et c'est une association qui aussi, petit à petit, pour mettre en place des réponses en direction des personnes, est devenue effectivement aussi une association gestionnaire. Donc c'est une association nationale, c'est une énorme association en vrai. Et à l'heure actuelle, en fait, voilà, il y a une implantation dans tous les départements sur le volet vraiment délégation départementale, donc accompagnement des personnes sur la défense des droits, etc. Et il y a aussi plus de 450 structures médico-sociales. Voilà, donc ça représente un petit monstre, hein, puisque c'est 18 000, c'est vrai, non mais 18, c'est la deuxième association de France, donc voilà, 18 000 adhérents, 35 000 personnes accueillies, 15 000 salariés, donc voilà, c'est une grosse association à ce niveau-là. Moi, au niveau, en termes conseillère nationale, en fait, donc je suis vraiment, voilà, je suis au siège, je suis vraiment sur la direction plaidoyer, je travaille à la direction pour l'engagement associatif et politique, donc j'ai vraiment un rôle d'accompagnement du conseil d'administration pour travailler tout ce qu'on va défendre en fait au niveau de l'association, et j'ai un rôle de représentation aussi dans un certain nombre d'instances, sachant qu'effectivement mes deux champs en fait de compétences sont tout ce qui concerne l'éducation, hein, l'accueil dans les structures petite enfance jusqu'à l'université, et la question des familles, et donc du coup très naturellement est très vite venue dès mon arrivée en 2008 la question des aidants. Voilà. Alors moi, je suis Marie-Jeanne Richard, donc vous l'avez deviné, je ne suis plus une jeune aidante, mais je suis une aidante. Je suis ex-présidente de l'association UNAFAM, Union nationale famille et amis de personnes malades psychiques. Alors grâce à notre Premier ministre, presque tout le monde connaît l'UNAFAM. Alors c'est vrai qu'on est également une grosse association, mais pas du tout dans le champ du handicap physique, mais dans le champ de la maladie et du handicap psychique. Nous avons aujourd'hui 16 000 adhérents. Donc notre action est vraiment d'aider et de soutenir les familles, ceci depuis 60 ans. Alors comment se fait ce soutien? Ce soutien, il est dans un soutien de pair à pair, donc au niveau de l'ensemble de nos délégations. Hein, on a des délégations départementales. Pour vous donner une idée d'un chiffre, nous avons plus de 30 000 familles qui ont été accueillies en 2023, et nous avons également donc un travail avec des professionnels, une possibilité que nos adhérents soient soutenus par des professionnels, et au total 50 000 familles ont été aidées en 2023. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Alors en dehors de cette idée de soutien et de pérédance famille, nous avons également tout un rôle de défense des intérêts des familles et des personnes qui vivent avec une maladie ou un handicap psychique. Donc nous avons 1800 bénévoles qui assurent des représentations, alors que ça peut être dans les établissements sanitaires, ça peut être également donc auprès de la CDAPH. Donc pour nous, c'est un point extrêmement important. Nous travaillons beaucoup également sur la déstigmatisation, puisque c'est vraiment quelque chose qui caractérise donc le handicap qui est le nôtre.
autres. Et puis, nous avons du coup nous avons identifié l'importance de la formation. Et donc, nous avons développé à la fois des formations en distanciel et des formations en présentiel. Là encore, un chiffre, 7000 personnes en ont bénéficié sur 2023. Et puis, nous soutenons tout ce qui est la recherche et l'innovation. Donc, cette idée de plaidoyer est quelque chose de très important pour nous. Et puis, c'est aussi, du coup, le bonheur d'être là avec vous pour défendre le plaidoyer donc, de l'aide aux jeunes proches. Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Keber, je suis présidente de la Fédération des plateformes de répit. Je dirige également trois plateformes d'accompagnement et de répit à Lille, une à Roubaix et une à Boulogne-sur-Mer. Alors, les plateformes d'accompagnement et de répit, c'est un peu long comme nom. Alors, on s'est tous affublés de petits noms plus sympas les uns que les autres, si bien qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à nous trouver. Je sais qu'il y a des plateformes de répit ici à qui ça parle. Alors, on a créé, alors d'abord, je vais aller dans l'ordre, les plateformes d'accompagnement et de répit émanent du plan Alzheimer 2008-2012. Au départ, on était habilité à accompagner tous les aidants familiaux des personnes de malades Alzheimer essentiellement. Puis, avec le plan MND, on a ouvert nos portes aux aidants de toutes les personnes de maladies neuro-évolutives, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, sans condition d'âge, mais aussi à tous les aidants des personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie, quelle que soit la pathologie. Quelques années plus tard, on a de nouvelles structures qui s'ouvrent et ce sont les plateformes de répit dédiées aux aidants des personnes en situation de handicap, quel que soit l'âge et quel que soit le handicap. Aujourd'hui, les plateformes de répit sont des guichets ressources pour les aidants familiaux. L'offre est actuellement très disparate puisqu'on est financé par les ARS qui en font ou pas une politique prioritaire sur leur région. Du coup, si je prends l'exemple de la région des Hauts-de-France, on est très chanceux. On a 47 plateformes d'accompagnement et de répit. Il n'y a pas de zone blanche. Tout est maillé et tout s'organise. Donc ça, c'est ce qui est loin d'être le cas dans toutes les régions. Mais pour le coup, ça marche plutôt bien. Et même si je prends que le département du Nord, on bénéficie en plus de subventions du département du Nord pour asseoir notre fonctionnement. Donc ça, c'est beaucoup de chance. On a des équipes qui sont professionnelles, des infirmières coordinatrices, des psychologues, des assistantes de soins en gérontologie, mais aussi des travailleurs sociaux, même des juristes, sur les plateformes plutôt pour les personnes en situation de handicap. Et on répond aux besoins d'information, de soutien psychologique, de répit, de formation et de lien social des aidants. On est vraiment encore trop peu connu. J'ai vu qu'il y avait des plateformes, mais je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse encore les plateformes. Mais ceci dit, alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une fédération dont je suis présidente, mais c'est surtout tous les membres qui sont dans cette fédération qui sont intéressants. Et ensemble, on a construit un site qui s'appelle soutenirlesaidants.fr qui permet à tous les aidants, en notant leur commune d'habitation, non seulement de retrouver la plateforme de répit de son territoire, mais également de retrouver son offre de services, ses actualités. Elle peut demander à se faire rappeler, elle peut s'inscrire aux activités, avoir le fil d'actualité des partenaires du territoire. Et on a aussi, et là on n'est pas peu fiers, on a mis en ligne 6 MOOC dédiés qui sont complètement gratuits pour les aidants, un module aidant, un module Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, troubles du spectre de l'autisme et santé mentale de l'aidant. Ces MOOC sont en accès libre à toute personne qui souhaite. Voilà. Donc, la fédération, elle a pour vocation justement à ce que toutes ces structures, on est quand même 300 sur le territoire national et ultramarin, il y en a partout. On a contacté les ARS qui nous ont dit qu'ils vont encore en ouvrir, probablement. Du coup, on a
comme objectif avec la fédération eh bien, de rendre visible et lisible l'action des plateformes et aussi de les rendre plus efficients en contribuant à des formations, à des projets communs et à l'animation de la communauté des professionnels. Voilà ce que je pouvais dire pour... Bonjour, donc Clémentine Lopez, je suis pédopsychiatre à Gustave Roussy. Donc Gustave Roussy, c'est le centre de lutte contre le cancer le plus grand d'Europe, donc on reçoit quand même pas mal de patients. Et en tant que pédopsychiatre, moi je reçois les enfants malades, mais également les fratries, les frères et sœurs et les enfants de parents malades. Donc c'est dans ce contexte-là, et je remercie Aurélie de m'avoir invité à venir, bien que nous, en oncologie, on soit très en retard parce qu'on est vraiment plutôt sur le concept de proche et pas tant d'aidant. C'est-à-dire que historiquement, on a toujours eu une prise en charge globale des patients. Depuis 20 ans, on propose des groupes pour les enfants de parents malades. On propose des consultations pour les proches. On a des psychologues dans le service qui ont été formés, qui sont associés à la fac et qui ont travaillé sur les proches. Mais le concept d'aidant, il est loin d'être pleinement intégré. Et moi-même, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, il faut que... on reprenne ça parce qu'on ne fait pas la distinction entre les proches, les enfants, les jeunes proches qui sont confrontés à la maladie et qui peuvent bénéficier d'un soutien, et les aidants qui sont engagés et en tout cas une responsabilité bien plus importante et qui devraient avoir une attention peut-être plus spécifique. Alors, nous, ce qu'on propose, et on va le développer après, mais c'est beaucoup de groupes de sensibilisation, d'information, et c'est peut-être à travers ces dispositifs-là qu'il faut qu'on soit plus à même de repérer les aidants. Il y a quelque temps, on distribuait systématiquement le flyer, et je ne sais pas pourquoi on ne le fait plus. Donc, voilà. Il faut que... Parce que ça répartit, ou parce qu'il y a eu le Covid, on a arrêté les groupes, je ne sais pas. Il faut qu'on reprenne ça. Donc l'idée de cette table ronde, c'était de réunir ces mesdames, que je connais pour la plupart plutôt bien, parce qu'on se croise très souvent en réunion, pour leur demander en fait comment est-ce que la question des jeunes aidants a été pensée dans leur structure et comment est-ce qu'elle est arrivée à elles dans ces structures. C'est pas une question piège, mais c'est pas facile non plus d'y répondre. On commence par toi, Bénédicte, ou... Alors, la question des jeunes aidants à APF France Handicap, elle n'est pas du tout arrivée comme ça. Elle est arrivée en fait au sein de l'association, il y a un groupe national de parents d'enfants en situation de handicap. Et en fait, elle est arrivée par eux. Elle est arrivée par les parents qui ont tous les ans, tous les 2 ans, allez, il y a longtemps c'est tous les ans, maintenant c'est tous les 2 ans, ils organisent des journées nationales ouvertes à tous les parents d'enfants en situation de handicap de l'association. Et en fait, il y a un petit groupe qui organise et qui après, il peut y avoir 200 parents présents, etc. Donc ils choisissent un thème qui va être travaillé avec les parents. Et déjà, donc même avant mon arrivée, en 97-98, ils avaient choisi comme thème la question de la fratrie. Et on voit bien, effectivement, quand je regarde les actes, que en fait, c'était la question, effectivement, des jeunes aidants, beaucoup qu'ils interrogeaient. Alors, ils interrogeaient aussi la difficulté à consacrer autant de temps à l'un qu'à l'autre quand on a un enfant sur handicap, etc. Il y avait tout ce volet-là, mais il y avait effectivement aussi tout le volet, ce que ça implique pour les autres. Il y avait vraiment effectivement tout ce volet-là, sans que ce soit cité comme ça. Moi, je suis arrivée en 2008, et le thème de leur journée à ce moment-là, c'était la question de l'après-nous. Sujet difficile, mais sujet, on ne sait à quel point prégnant pour des parents d'enfants en situation de handicap. Et du coup, j'ai pris le train en marche. Et dans la question de l'après-nous, il y avait énormément aussi la question, effectivement, pour le coup, effectivement, de la fratrie, mais alors vraiment sous l'aspect aide. Et donc, ça fait quand même depuis 2008 que je suis dans l'association. C'est la seule fois ou sur des journées nationales, où même j'ai vu des parents s'engueuler. J'ai vu des parents sortir de la salle en s'engueulant. Parce que là, effectivement, sur le rôle qu'on entend faire jouer
aux membres de la fratrie dans l'accompagnement de son enfant quand on ne sera plus là, on touche des choses qui sont très très profondes et qui font que voilà, ça a été effectivement des choses. Donc voilà, c'est arrivé en fait par ce volet-là, par les parents. Après, du coup, ça a questionné. On est parti après sur. Donc on a vraiment travaillé plus la question des aidants de façon générale, vraiment sur cet angle-là. Et ce qui a fait repenser effectivement jeunes aidants et faire ce lien entre fratrie, aidants, etc., c'est la participation qu'on a eue en 2010 à ce qu'on appelait les programmes Grundvig à l'époque, qui étaient des programmes de recherche européens. On a travaillé avec 10 pays. Donc il y avait, je les prends parce que je les oublie toujours, Belgique, Bulgarie, Chypre, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Royaume-Uni, Slovaquie. Et on était sur comment on travaille la question de se reconnaître aidant. Donc, et du coup, effectivement, en allant dans ces autres pays, en voyant comment ils travaillaient, et notamment, il faut bien le dire, Irlande et Angleterre, qui avaient effectivement toute une réflexion déjà, toute une recherche sur cette question-là. Du coup, on est revenu en se disant, donc on était effectivement avec tout un groupe de parents dans ce programme, et on allait de pays en pays voir ce qui se faisait chez eux. Et là, on s'est dit, ah ouais, voilà, on a tilté en fait et fait ce rapprochement entre toutes ces réflexions sur la fratrie et toutes ces jeunes, ces frères et sœurs, etc. Ils sont aussi jeunes aidants. Donc voilà, on a basculé là-dessus. Mais du coup, on était en 2010, 2011. Franchement, on était un peu tout seul sur cette question-là. Le vrai départ après, sur lequel moi j'ai pu m'appuyer en termes, parce que moi je l'ai bien dit, je suis sur le côté plaidoyer. Donc comment effectivement j'accompagne aussi l'association à ce qu'elle prenne des positions politiques sur ces sujets-là. J'avais pas beaucoup de matière, et c'est pour le coup, et je regarde Gwenaëlle parce que pour le point de départ, ça a été ça. Ça a été en 2016-2017, Françoise pareil, parce que c'est là qu'on s'est connus à l'époque, le travail qui avait été fait au sein de Novartis sur la question des jeunes aidants. Parce que là, du coup, pour la première fois, on avait effectivement une étude, on avait des chiffres, on avait une matière, et moi, je pouvais retourner effectivement du côté de mon CA en disant, voyez, effectivement, voilà, parce qu'en parallèle à ça, on a vraiment travaillé beaucoup de choses par rapport aux aidants, de se dire qu'il y avait quand même effectivement une dimension particulière et qu'on pouvait peut-être aussi travailler au niveau notamment de toutes les structures enfance-jeunesse pour qu'il y ait effectivement un peu ce lien qui se fasse entre fratrie et aidants. Donc voilà, c'est vraiment venu de cette étude-là qui nous a permis effectivement d'appuyer en fait nos plaidoyers après sur quelque chose. Merci. Alors pour nous, c'est aussi une longue histoire, mais je crois que pour toutes les associations, c'est pareil. C'est en 2008, c'est un groupe de grands-parents en fait qui nous ont interrogés parce que leur enfant malade psychique avait des enfants. Et donc, ils se sont retrouvés à jouer un rôle de grands-parents. Et au travers de ce rôle de grands-parents, ils ont interrogé finalement comment leurs petits-enfants... comment pouvait-on aider leurs petits-enfants qui étaient aidants, voilà, avec eux. Donc ça a vraiment été un premier, on va dire, une première sonnette d'alarme. Et puis la deuxième, elle est liée au fait d'une recherche-action en 2003, puis ensuite la thèse d'Hélène Daftian que beaucoup connaissent ici, qui était sur les fratries cette fois-ci. Donc moins dans le rôle parentalité, mais dans le rôle fratrie, et comment les fratries étaient effectivement aidantes, mais elles ne se reconnaissaient pas comme aidantes. Elles n'étaient pas dans un rôle technique, puisqu'à l'époque, en plus, vraiment, l'aidant était défini d'une manière assez voyante. Donc, je suis contente d'être à côté de ma collègue de l'APF, parce que c'est vrai que l'aidant était celui, alors, on caricature, mais qui poussait le fauteuil roulant. Et donc, ils n'étaient pas du tout dans ce rôle-là, et pourtant, ils étaient effectivement des proches, et dans leur rôle, dans ce qu'ils vivaient, ils étaient aidants. Donc c'est vrai que depuis, on a continué ce travail, qu'il y a eu effectivement les baromètres qui permettent d'avoir effectivement des chiffres sur ces jeunes aidants.
Et puis, je crois qu'il faut le lier à une modification sociétale quand même. C'est-à-dire que en psychiatrie, c'est la fin des asiles. Donc, et aujourd'hui, c'est le développement de l'ambulatoire qui est un développement extrêmement important. Donc, les jeunes se retrouvent effectivement à être aidant, en tout cas à être impacté. Alors après, on dit jeune proche, on dit aidant, c'est assez difficile, mais en tout cas, leur rôle est effectivement, ils sont là et ils sont effectivement des acteurs auprès de leurs parents ou des acteurs auprès de leurs frères et sœurs. Et le deuxième point qui me paraît important dans les modifications sociétales, c'est que pendant très longtemps, une personne qui avait des troubles psychiques, évidemment, n'avait ni sexualité ni enfant. Voilà. Bon, les choses ont changé. Voilà. Aujourd'hui, on reconnaît que ce sont des personnes qui ont des enfants, qui ont une activité sexuelle, etc. Et donc ces enfants, mais on n'a pas de chiffres, ou pratiquement pas. On a très très peu de chiffres sur le nombre d'enfants qui sont ainsi en situation auprès d'une personne qui vit avec des troubles psychiques. Le troisième point, qui est peut-être une spécificité pour nous, c'est que quand même la stigmatisation, elle est extrêmement importante. C'est à la fois la stigmatisation de la personne qui a les troubles psy et la stigmatisation du jeune aidant. C'est-à-dire, il a trop peur qu'on le stigmatise encore davantage, et donc se reconnaître dans cette situation est très compliqué, et donc on en parlera peut-être tout à l'heure, mais nous pensons qu'il y a effectivement des spécificités à prendre en compte pour ces jeunes, pour qu'ils puissent effectivement sortir de l'ombre et qu'on arrête de les mettre sous le tapis parce qu'ils existent. Voilà, donc on pourrait continuer longtemps, mais je pense qu'il est extrêmement important de dire cela. Ces jeunes, ils existent. Alors, les plateformes de répit, elles accompagnent les aidants, mais elles travaillent aussi avec tout leur réseau et tous leurs partenaires. Et elles ont à connaître vraiment tout l'écosystème territorial pour pouvoir orienter l'aidant qu'elles reçoivent vers la bonne aide au bon moment, vers le bon interlocuteur. À ce titre, comme on est des petites structures sur des territoires géographiques, on va aller chercher à travailler avec les partenaires de la sphère sanitaire, du médico-social, de l'éducation nationale, tous les partenaires. En fait, l'aidant, c'est transversal à tous les domaines. Donc, quand on a commencé, c'était pas évident pour surtout les plateformes des personnes âgées de se dire bon, on va travailler avec des jeunes aidants. C'était pas du tout, on l'a pas vu venir comme ça nous au départ. On avait effectivement beaucoup plus de conjoints de 80 ans qui accompagnaient un malade Alzheimer. C'était le gros du public au départ. Et puis, eh bien, on a lié des relations de partenariat avec les neurologues, avec des gériatres qui ont fini, eux, par nous réorienter les jeunes aidants. Parce que il y a des malades jeunes, il y a des maladies neurodégénératives plus jeunes aussi. Et là, c'est comme ça que ça a démarré. Et du coup, nous, l'offre de services qu'on proposait n'est absolument pas adaptée dans les types d'activités collectives, notamment de ce qu'on pouvait proposer. Alors pour l'instant, je vais parler que seulement des chiffres des plateformes que je dirige. On en a une quinzaine, pas plus, entre 8 et 25 ans. Mais les jeunes aidants sont vus et accompagnés uniquement pour l'instant par des psychologues. C'est un temps de parole, on n'a pas encore créé de collectif. Pour les plateformes qui accompagnent des personnes en situation de handicap, c'est plus flagrant. Les fratries de jeunes, c'est des familles plus jeunes, sont des gens qui sont aussi repérés dans des parcours qui sont peut-être plus, même s'ils ne sont pas parfaits, attention, c'est pas ça que je dis, je dis pas qu'il y a personne qui passe à travers les mailles du filet, mais ils sont déjà repérés et il y a des offres de services qui sont complètement intéressantes. Ici, dans la salle, il y a au moins 2 plateformes qui organisent des séjours jeunes aidants, d'ailleurs avec Jade. Donc voilà, c'est quand même...
et vous faites partie des partenaires ressources, j'ai envie de dire, de nos partenaires ressources. On a eu une autre porte d'entrée qui était assez surprenante, c'est l'éducation nationale qui se dit, eh ben, pour la journée Alzheimer, on va faire travailler les terminales et les BTS communication sur la maladie d'Alzheimer. Et en fait, ils se sont pris au jeu et ils ont fait une enquête au sein même de leur établissement pour dire, mais en fait, nous, est-ce qu'on en a des aidants chez nous? C'est quoi un aidant? Et qui se retrouve, qui se reconnaît comme aidant? Et ils ont vu combien c'était compliqué de repérer ce que c'était qu'un aidant. Alors, on a bénéficié, et là, je le dis, du soutien des groupes de protection sociale et des instituts de retraite complémentaires qui aident à de l'innovation aussi, à financer des projets. Et là, en fait, la coordinatrice avec les BTS-Com et tout ça, en fait, les jeunes se sont dit, ben, nous, on va créer un clip des jeunes pour parler aux jeunes, en fait, hein, parce que tous ces vieux, là, voilà. Et donc, ce clip va être présenté la semaine prochaine à la Journée nationale des aidants qu'on organise à Arras, si le cœur vous en dit. Voilà. Donc, ça, c'était un deuxième billet. Et puis, on travaille du coup aussi avec le médico-social. On a nos partenaires que sont les DAC, les CLIC, les SAD, les SIAD, enfin, tous ces gens-là qui nous ont identifiés sur le territoire maintenant au fil des années et qui nous orientent aussi les familles avec leurs jeunes enfants qui ont besoin d'être accompagnés. Mais on est au balbutiement, nous. Hein. On est au début et on est surtout sur de l'individuel, à part les séjours de répit. Enfin, je crois qu'il y a d'autres plateformes qui sont, enfin, surtout pour les personnes en situation de handicap, qui font plus de choses. Ouais, beaucoup. Ouais, voilà. Alors nous, si vous êtes au début, nous on est aux prémices. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que nous, historiquement, c'est vraiment intéressé aux proches et ça remonte à plus de 25 ans avec l'intérêt particulier d'une psychologue, psychothérapeute dans le service qui a monté les tout premiers groupes d'enfants de parents malades au sein de Gustave Roussy. Donc le premier groupe qui existait au sein des centres de lutte contre le cancer et après ça s'est largement diffusé. Mais ce sont des groupes qui accueillaient les enfants de parents dans l'idée de leur offrir une information et en partant de libérer la parole autour de la maladie, puisqu'il y a une vingtaine d'années, on disait faut cacher la maladie, n'en parlez pas, ça va protéger vos enfants. Donc on était plus dans l'idée de transmettre une information. Puis ces groupes, au fur et à mesure des années, ils ont évolué. Moi, quand je suis arrivée il y a 14-15 ans à Gustave Roussy, j'étais interne, j'ai participé à ces groupes et puis après, je les ai repris. Et à l'époque, notre chef de service, Sarah Doshi, était très impliquée. Elle était présidente de la SFPO, elle travaillait avec Françoise et donc elle a travaillé sur des recherches avec l'association JAD. Et donc, on a fait aussi évoluer ces groupes avec cette notion d'aidants et donc plus simplement des groupes qui avaient pour objectif de donner, de transmettre une information et puis de permettre à la parole de circuler, mais aussi de repérer certaines vulnérabilités, certaines fragilités. Et alors, je pense qu'on dira un mot après de ce qu'on fait concrètement, mais voilà, les groupes au niveau des enfants de parents malades ont évolué comme ça jusqu'à ce que, là, c'est vrai qu'on s'était interrompu à cause du Covid, mais au dernier groupe qu'on menait, effectivement, on remettait systématiquement la plaquette de Jade, parce que dans les supports que nous, on donne, je regardais tout à l'heure vite fait, mais c'est vrai que c'est des supports d'information, ça parle de ce qu'on ressent quand on est enfant, mais alors ça parle de manière très positive de l'aide qu'on pourrait donner à papa, maman qui est malade, mais alors ça parle pas du tout de quand ça devient trop lourd l'aide. Et voilà, c'est vraiment au contraire. Je remonterai tout à l'heure et je voyais dans le petit cahier avec écrit qu'est-ce que je fais pour aider un peu maman ou papa. Bon. Il y en a que c'est beaucoup. Voilà. Donc pour les enfants, de parents malades, c'est parti. Voilà, il y a comme ça, de vraiment aussi une volonté de service à l'époque. Je crois que ça passe aussi par là. Et puis pour les fratries, c'est un peu différent. C'est parti, comme vous l'avez dit, pour vous, de la réflexion des parents plutôt. Ce sont les parents, via des associations de parents d'enfants malades, qui ont alerté en disant on aimerait que des choses soient proposées pour les frères et sœurs. Donc, il y a une dizaine d'années, on a commencé à mettre en place des groupes pour les frères et sœurs dans le service. Des groupes pareils, au tout départ, vraiment peut-être plus centrés sur transmettre une information, expliquer la maladie et qui ont bien sûr évolué au fur et à mesure.
Et maintenant, on travaille aussi avec d'autres associations pour proposer des séjours de répit pour les frères et sœurs, comme l'Envol. Voilà. Mais c'est vrai que ça a mis un certain temps et que ça a évolué. Et ça sera, j'espère, amené à évoluer encore avec tout ce que j'aurais pu ramener de cette journée. Merci. Léa, je vais essayer. Est-ce que toi, tu connaissais déjà... Oh, c'est terrible. Est-ce que toi, tu connaissais déjà ces associations? Est-ce que tu avais déjà entendu parler d'elles? Moi, pas vraiment. Pas vraiment. J'ai eu affaire à la Ligue contre le cancer par rapport à ma mère. Oui. Mais après de nombreuses batailles, parce que vraiment au début, j'avais aucune information là-dessus. J'ai pu demander beaucoup d'aide. C'est pas faute d'avoir demandé hein, aux universités, tout ça, mais j'avais que des réponses négatives. Donc c'est vrai que c'est la Ligue contre le cancer, moi, qui m'avait permis d'avoir cette séance d'une psychologue. Donc je remercie la Ligue contre le cancer pour ça, parce que sans elle, je sais pas en fait si j'aurais pu bénéficier d'une psychologue. Oui. Mais après, non, c'est vrai que de manière générale, les associations, j'ai pas eu connaissance vraiment. Et c'est vrai Ouais, qu'en on tant a, que on jeune a un vrai aidant, souci de communication sur les mm, ressources qui existent mm, à destination des jeunes, c'est mm. clair. Enfin, même pas que à destination des jeunes d'ailleurs. On a un vrai problème de communication sur toutes les ressources qui existent pour les aidants en général, mais Et c'est vrai que c'est un c'est vrai sujet. l'ADAPI, moi, de la Corrèze, parce que du coup, avec mon frère, on a monté notre asso sur les jeunes aidants Oui. et on s'est mis rapidement en collaboration avec l'ADAPI où on a monté des groupes de parole et qui a relayé votre association, l'association JAD. Et c'est aujourd'hui, grâce à Oui, c'est ça, l'ADAPI, que parce je que viens aussi. l'ADAPI de la Corrèze est Oui. labellisée JAD des portes des séjours, des ateliers JAD depuis 2019, je crois. Voilà. Et toi, Léonie, tu connaissais déjà ces associations? Alors moi, je connaissais pas du tout, aucune des associations et bah, pareil, les associations, enfin, je n'en connaissais pas beaucoup. Problème de communication et de même, je pense que c'est pas un réflexe, de bah, déjà de s'identifier parce que moi, par exemple, en tant qu'aidant, j'ai mis du temps à m'identifier, forcément quand ses parents eux-mêmes ne s'identifient pas comme aidants, c'est pas évident non plus de s'identifier. Et du coup, quand on n'a pas l'impression qu'on a forcément un besoin et donc moi, c'est plus dans ma recherche de master ou enfin d'écriture de mémoire où, je me suis rapprochée de l'association et en fait, ça aurait peut-être pas été un réflexe pour moi, de me rapprocher d'une asso alors que, en fait, c'est hyper bénéfique et ça permet beaucoup de choses, pour, les membres, de l'association. Merci beaucoup. Eh bien, maintenant, il me reste à poser la question des perspectives d'avenir, parce que je crois qu'on a tous plus ou moins des projets, mais déjà dire que je crois effectivement qu'il y a plusieurs plateformes de répit qui sont présentes dans la salle, mais que ma collègue Camille en accompagne beaucoup d'autres en ce moment, un peu sur tout le territoire, qu'il y a une volonté de décloisonnement et c'est pour ça que je vous posais la question de l'origine. Là, c'est les familles. Quand c'est le domaine du handicap, généralement, ce sont les familles. Quand c'est le domaine de la santé mentale, ce sont les grands-parents, mais c'est la famille aussi quelque part. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est la journée internationale de la santé mentale. Voilà. Et pour d'autres, c'est l'écosystème autour, en fait, les professionnels autour qui ont repéré des situations et parfois les familles qui les accompagnent aux plateformes de répit. Donc ça, et puis évidemment, pour vous, c'est la même chose. Ce sont les parents essentiellement d'où est émanée la demande en premier. Donc on a les origines, mais maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Comment est-ce qu'on peut faire pour créer des dispositifs ou d'autres formes d'accompagnement et surtout se faire connaître auprès des jeunes lorsqu'ils en ont besoin, alors même que, comme Léonie vient de le dire, ils ne sont pas forcément conscients de ce besoin. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Ah, Bon. on fait dans l'autre sens. En tout cas, dans le domaine de la cancérologie, c'est vrai qu'il y a un gros travail de repérage des enfants, des ados aidants. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des jeunes aidants et des ados, hein, mais c'est vrai que les plus jeunes, je me dis encore, c'est encore peut-être aussi compliqué de les repérer. Ceci dit, nous, ce qu'on s'est
dont on se rend compte, c'est que dans les dispositifs qu'on a pu mettre en place, donc les groupes, ce sont beaucoup d'enfants jeunes qui viennent accompagnés par leurs parents. Donc les ados, les plus grands, on les voit peu finalement. Donc c'est vrai que d'où l'importance, et je fais le lien avec la scolarité et l'importance du repérage au niveau scolaire, parce que c'est vrai qu'on les voit peu. Alors je pense, en tout cas je repartirai avec l'idée qu'il faut qu'on lance une campagne de sensibilisation des professionnels et une journée autour des aidants, parce que c'est un concept qui reste encore, à mon avis, peu connu malgré tout, et qui peut vite passer au second plan, surtout dans un centre de cancérologie où les missions premières, on entend toujours c'est soigner, et qu'après, le reste, c'est du support. Et c'est vrai que c'est important qu'on puisse sensibiliser les familles, hein, de ce qui existe, et les soignants aussi, pour qu'ils puissent le proposer. Après, peut-être on peut aller encore plus loin et on peut penser peut-être le repérage systématique. Alors, on tend vers ça maintenant, vers des repérages systématiques des vulnérabilités. Alors, c'est des questionnaires qui visent à repérer les familles, les personnes plus à risque, et peut-être à travers des questionnaires, et c'est tout je pense, l'importance de la recherche, parce que il y a des profils qui ressortent quand même de familles, de jeunes peut-être plus à risque, plus vulnérables, pouvoir les repérer. C'est vrai que nous, on est en train d'expérimenter un système pour les nouveaux patients, de questionnaire de vulnérabilité, qui fait que, en fonction de ce que vous cochez, vous voyez le psychologue, l'assistante sociale, l'addictologue, etc. Et on pourrait imaginer que dans les questions, notamment autour de la famille, à voir s'il y a des enfants, est-ce qu'il faudrait transmettre systématiquement le questionnaire, qui pourrait permettre de repérer. C'est quelque chose, je pense, qui mériterait d'être réfléchi, en tout cas dans le terme de la recherche, pourrait vraiment faire du sens, pour voir si après ça peut aboutir, parce que le repérage, je pense, c'est essentiel. Après, les actions, c'est bien sûr qu'on peut mettre en place, c'est fondamental, mais sur les actions, on peut s'appuyer sur ce qui existe déjà. Si on repère, nous, je ne crois pas que nos missions, ça soit d'aller créer un énième dispositif qu'on ne fera pas bien, parce que ce ne sera pas, mais c'est de bien repérer, sensibiliser, et ensuite pouvoir adresser aux assos. Alors, nous, on travaille avec la Ligue pour les suivis psychologiques, avec les psychologues de l'HAD. Voilà. Mais pour ça, il faut déjà repérer à qui on s'adresse, et bien repérer. Donc, ça, c'est, je pense, une première étape. C'est exactement ce qu'on ambitionne de faire. On a notre association gestionnaire à Lille, elle dépend de l'Université catholique de de Lille, donc qui regroupe 40 000 étudiants également. Donc là, on est sur un projet de repérage du nombre d'étudiants aidants avec une étude qui est soutenue financièrement par la G2R. Et je les en remercie. Et là, en fait, c'est un travail d'équipe. Alors, il y a leur service com qui va diffuser l'enquête qu'on est en train de faire par tous les vecteurs des étudiants, par les agendas, par les télés, aux rues. Mais on travaille aussi avec le CPSU, c'est le centre de santé, qui propose une visite médicale à chaque étudiant qui arrive dans un cursus, à toutes les premières années. Elle est obligatoire. Et lors de cette visite médicale, ils ont le questionnaire à remplir. Un questionnaire qu'on a fait et qui est en cours d'études. Du coup, on vient de commencer. On est déjà à près de 1100 répondants. Et parmi lesquels on a repéré, enfin, il y a pratiquement 15% d'aidants. Du coup, on rejoint les chiffres dont vous parlez tout à l'heure, je pense. Et donc, nous, on n'était pas très impliqués dans ce domaine, donc du coup, ça surprend. Ça surprend ce taux de réponse, et puis la qualité des réponses, parce qu'on a il y a plusieurs questions sur leurs besoins, aussi sur le temps qu'ils passent à aider. Enfin, on va exploiter tout ça. On se donne 6 mois pour exploiter ça. Et après, de repérer peut-être des étudiants. Il y a une des questions, est-ce qu'ils veulent se faire connaître aussi? Parce que pour le moment, le questionnaire est anonyme, pour pouvoir co-construire avec eux une offre de service qui leur corresponde. Parce que effectivement, nous, ce qu'on fait, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. C'est pas...
C'est pas tentant pour des jeunes, mais là, on imagine justement des accompagnements, des groupes avec les animés par nos psychologues, mais sur des formats complètement différents, qui peuvent être en distanciel, comme avec Connected Aidant, que vous connaissez de l'association avec nos proches, ou bien dans des bistrots le soir, ou des cafés pizza, enfin, mais ça sera eux. Enfin, c'est des suggestions, mais on est prêt à modifier notre offre de service, ou en tout cas une partie de notre offre de service, pour leur proposer des activités qui correspondent à leurs besoins, en tout cas. Mais c'est eux qui vont construire aussi, c'est eux qui vont nous dire. Donc je ne peux pas vous dire exactement là maintenant tout ce qu'on va faire, mais parce que c'est avec eux qu'on va le construire. Il y a un de nos psychologues qui a créé aussi un jeu de société qui s'appelle Autant pour moi, qui permet à l'aidant, quel que soit son âge, de réaliser le temps qu'il passe avec son proche, et des outils dont il peut avoir besoin, ou pour se libérer du temps, pour prendre soin de lui aussi. Donc voilà. Donc et puis on continue notre repérage avec tous les partenaires du territoire. Alors c'est vrai que les plateformes pour liées au handicap, ils ont déjà une offre de service qui est déjà aussi bien plus adaptée que pour les personnes âgées. Je fais toujours je parle toujours de l'un et de l'autre, parce que c'est vraiment très différent dans les faits, dans le public accueilli et ce qu'on peut proposer. On n'est pas au même niveau. Hein, les plateformes handicap, ils sont arrivés bien après nous, mais alors ils sont, voilà, pour les jeunes aidants, ils ont bien une longueur d'avance. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Marie-Jeanne? Alors, pour nous, il semble important de reconnaître leurs besoins spécifiques déjà, parce qu'ils ont un besoin de reconnaissance, et on sait qu'ils ne vont pas s'identifier dans un premier temps comme jeune aidant, mais comme une personne qui est effectivement très fortement impactée par un proche qui a des troubles psychiques et qui effectivement est un aidant, mais qui s'ignore. Et ils s'ignorent d'autant plus que pour la psychiatrie, ils sont pratiquement toujours oubliés, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de place, personne ne leur parle. Quand on leur parle, c'est pour les considérer comme des enfants à haut risque, et donc évidemment, ils prennent la porte le plus rapidement possible de manière à ne pas être à leur tour stigmatisés, ou bien comme des enfants à risque qui risquent d'être placés à l'aide sociale à l'enfance. Donc tout ça fait qu'il faut effectivement travailler à alors je ne dis pas à les repêcher, le mot n'est pas juste, mais en tout cas à leur permettre de faire communauté. Ça nous paraît un point extrêmement important. L'accompagnement direct du jeune nous paraît important. Donc, on sait que, par contre, ils sont très difficiles à identifier. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a conclu un partenariat avec la Pause Brindille, parce qu'on pense que dans cet aller vers que eux ont mis en place et qui n'identifie pas la personne comme un aidant forcément, mais en tout cas comme un jeune qui a besoin d'aide. Donc ça nous paraît extrêmement important. Donc un accompagnement direct du jeune, donc ça c'est quelque chose qu'on continue à promouvoir. Et puis donc au niveau national, on a des groupes de parole qui permettent effectivement de commencer à mettre en place cet accompagnement direct du jeune. L'accompagnement indirect nous paraît aussi un point très important, et c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place un soutien aux parents qui ont des difficultés, qui ont des troubles psychiques. Alors aujourd'hui, c'est donc Hélène Daftian qui porte ça au niveau de l'UNAFAM, hein, sous forme d'entretien. La personne qui a des troubles psy et qui a des enfants vient seule, ou vient avec son conjoint, ou vient avec une autre personne dans laquelle elle a confiance, mais dans l'objectif de renforcer ses capacités, parce que ça, c'est aussi un point qui nous paraît absolument très important. Alors,
dans ce cadre-là aussi, donc on a participé à la mise en place, alors qu'on appelle un GPS, un guide prévention et soins pour les personnes qui ont des troubles psy, qui ont des enfants et qui peuvent éventuellement se retrouver hospitalisées. Du coup, c'est l'occasion de discuter de qu'est-ce qu'elles veulent pour leurs enfants et donc de les rendre actrices de leur parentalité. Ça nous paraît un point important. Ça permettra aux jeunes d'être dans une situation d'aidance discutée. C'est-à-dire discuter avec son proche. Et enfin, je pense qu'il est important pour ce qui concerne notre association, c'est de continuer à travailler avec d'autres. Et c'est pour ça qu'on travaille au sein du réseau Étincelle, parce qu'il y a quand même autour de nous des pays qui ont commencé, qui travaillent mieux que nous en France. Et donc, il est important de travailler avec eux et puis également de travailler avec le Canada. Donc, ce matin, il y a eu une présentation sur le Canada qui est très intéressante parce qu'ils ont réellement identifié le sujet, ils ont identifié les spécificités et on ne va pas tous reciter l'étude du CREDOC, mais l'étude du CREDOC doit quand même nous interroger parce que quand même beaucoup de ces jeunes se retrouvaient dans la case de jeunes qui étaient submergés par leur situation. Donc voilà un peu où on en est aujourd'hui. En tout cas pour nous c'est important et c'est important de sensibiliser au plus près dans les territoires. Donc on travaille beaucoup avec nos délégations pour qu'elles n'oublient pas ce point-là. Et puis, dans les projets territoriaux de santé mentale, eh bien, faire émerger le concept des aidants, mais aussi faire émerger le concept de ces jeunes proches qui sont auprès d'une personne qui a des troubles psy et qui peuvent se retrouver devant un frère ou une sœur qui fait une tentative de suicide, devant une maman ou un papa qui ne se lève plus, devant quelqu'un qui ne veut plus prendre ses médicaments, devant l'alcoolisme, enfin tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Oui, donc effectivement, en termes de perspective, il y a à nouveau les deux volets. Il y a effectivement le groupe parents qui existe toujours. Il s'avère que leur prochaine journée, ils ont à nouveau décidé que ce serait sur la fratrie. 17 ans après, c'est pas du tout les mêmes parents. Je pense que ce ne sera peut-être pas les mêmes choses qui seront traitées, mais il n'empêche que voilà, ça montre bien, c'est quelque chose qui revient. Après, il y a tout le volet, comment effectivement on réussit à ce que, au niveau des établissements et services, il puisse y avoir effectivement cette prise en compte-là et ce développement de cette offre-là. Alors, il y a déjà finalement énormément de CESA, de DIEM qui organisent des choses. D'ailleurs, il y en a un certain nombre où on a effectivement, pareil, des séjours labellisés ensemble, etc. Mais ce qu'on porte aussi, nous, en termes de plaidoyer, c'est que la question alors pas forcément de l'accompagnement, mais déjà du dépistage et de l'orientation des aidants rentre dans les missions des établissements et services médico-sociaux. Il faut le savoir, à l'heure actuelle, c'est pas leur public. Si effectivement ils proposent une consultation à un frère ou à une sœur, ils peuvent se poser la question de est-ce que c'est pas du tronc qu'ils prennent par rapport effectivement à ce sur quoi ils sont missionnés en premier, qui est finalement effectivement la personne en situation de handicap. Donc faire rentrer effectivement dans les missions des établissements, ne serait-ce qu'un rôle effectivement de repérage et d'orientation vers les plateformes de répit qui pourront après les accompagner, etc. Voilà, nous, c'est quelque chose sur lesquels, effectivement, on milite beaucoup pour qu'il y ait, effectivement, au moins cette première entrée et, effectivement, la multiplication aussi de groupes fratries, etc., qui fassent qu'ils soient légitimes à en faire, que ce soit vraiment parmi leurs missions. Voilà. Et pour ça aussi, pour réussir effectivement à développer une offre, on a développé, nous, en interne, un programme de sensibilisation formation qui s'appelle Repère aidant, qui est des sensibilisations, formations à direction des aidants, mais qui nous permet aussi, parce que après ces démontages, voilà, grâce à la CNSA qui finance une partie de poste, on a pu, je peux avoir quelqu'un maintenant en interne qui travaille aussi sur l'animation de réseau. Et du coup, voilà, elle organise effectivement régulièrement aussi des webinaires entre des acteurs associatifs qui effectivement mettent en place des actions. Donc là, je sais que dans la salle, il y en a qui font des choses par rapport aux jeunes aidants et je sais que ça fait partie, elle, des programmes qu'elle a
choisi de faire à un moment, de pouvoir effectivement repérer, faire se rencontrer les personnes qui travaillent là-dessus. Et en général, dans les webinaires, il y a toujours là maintenant peut-être 180 structures qui sont effectivement membres de ce réseau. Et du coup, voilà, c'est donner des idées aussi pour faire. Voilà. Et après, bien sûr, c'est aussi tout le travail qu'on fait ensemble en interassociatif sur le côté, pour le coup, vraiment plaidoyer. Donc nous, en interne, c'est quand on fait un plaidoyer pour les aidants, c'est qu'il y ait bien évidemment cette prise en compte particulière. Et il y a d'ailleurs dans notre plaidoyer un chapitre sur les jeunes aidants. Mais c'est aussi tout le travail qu'on fait en interassociatif, que ce soit en étant membre du CIAF, le collectif interassociatif des aidants familiaux. L'UNIAFAM en fait partie, il y a un certain nombre d'associations qui en fait partie. Mais voilà, je veux dire... On le sait tous, là, il y a le projet de loi de finances qui va sortir bientôt. On sait qu'on va se retrouver à plusieurs, essayer de voir comment on peut effectivement faire avancer les choses à chaque fois en matière de droit pour cette action-là de plaidoyer et d'amélioration des droits. Et oui, merci beaucoup. Voilà, je pense que... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les filles? C'est de pire en pire. Vous avez des questions, vous avez des retours d'expérience peut-être sur ce qui a pu vous manquer à un moment donné en termes d'accompagnement et d'écoute? Oui, moi je dirais que l'école, c'est un bon moyen de détecter justement et de faire émerger l'idée qu'on est un jeune aidant. Moi, par exemple, anecdote personnelle, j'ai appris ce que c'était un aidant en lisant un magazine. Et après, j'ai fait toute une étude sur les jeunes aidants en ne me sentant pas du tout concernée, alors que voilà. Et après, donc c'est aussi avec des interventions comme l'intervention de Céline ce matin, où sur le soutien émotionnel, où là, je me sens quand même beaucoup plus concernée par le fait d'être une jeune aidante. Et donc, je pense que oui, la sensibilisation, elle peut se faire à l'école, parce que l'école est obligatoire de 6 à 16 ans. Je pense que c'est un bon endroit pour toucher justement ces profils. Tu veux rajouter quelque chose, Léa? Oui, je pense que les écoles, c'est bien, mais je pense aussi qu'il y a les hôpitaux ou à l'intérieur du domaine médical, que ce soit même les médecins généralistes ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que moi, j'ai eu, personnellement, des gros soucis vis-à-vis du domaine médical. Déjà, on ne pouvait pas rentrer, même si j'étais la personne de confiance, qui avait toutes les autorisations. Ma mère était d'accord, tout. Mais les hôpitaux refusaient à chaque fois. Donc déjà, ça, c'est compliqué aussi. Et je pense que les hôpitaux ont aussi peut-être leur rôle à jouer, les assistantes sociales qui sont dans les hôpitaux. Enfin, je veux dire, peut-être pas les médecins, peut-être qu'ils n'ont pas le temps, peut-être qu'il y a d'autres choses à traiter, mais ils sont entourés d'assistantes sociales, de psychologues, et peut-être qu'ils ont quand même un rôle à jouer, je trouve, là-dedans. Donc vis-à-vis de ça, je pense que ce serait important, parce que moi, personnellement, dans mon vécu, j'ai pas eu vraiment d'aide, que ce soit sur le domaine administratif, financier, médical, émotionnel, j'ai pas eu plus que ça. Merci beaucoup. Merci. Eh, j'ai respecté le temps. Non, j'ai plus de voix du tout. Ah, le message clé, c'est pour la table ronde suivante. Le message clé, c'est que c'est à un moment, ces jeunes ne se sentent pas seuls. Encore. Enfin, là, ce qu'on entend, c'est quand même la solitude. Enfin, voilà, de ces deux jeunes femmes. Si on interrogeait nos deux autres témoins, on aurait les mêmes ressentis. Tout à fait. Et de se dire, enfin, voilà, qu'on en est là, il faut que ça bouge. Et vraiment, je reprends, je loue les propos de Bénédicte et Clémentine, et confortée par ce que nous expriment Léa et Léonie. C'est à un moment, le rôle à jouer minimal, c'est d'aller interroger la présence d'un jeune à partir du moment où on s'occupe d'une personne qui a un problème de santé. Il ne s'agit pas de réinventer la roue et de révolutionner les pratiques d'un service, mais de se dire, il y a quand même des professionnels qui sont formés spécifiquement pour accompagner. Et on a parlé du maillage associatif qui existe aujourd'hui en France. Et donc, voilà, à minima, l'action, elle est là, et d'interroger la présence de ces jeunes dans l'entourage de quelqu'un qui a un problème de santé. Et l'interroger, c'est déjà faire avancer les choses. C'est ça. Voilà, pour la synthèse.
Et je pense que ça doit être l'affaire de tous, en fait. Des médecins, ils n'ont pas le temps, ils ont le temps, ils peuvent le prendre. C'est pas forcément faire tout un interrogatoire, mais juste poser la question, est-ce que vous avez des enfants? Et si vous avez des enfants, voilà, ou quelle aide, qui c'est qui vous aide? Parce que sinon, si on commence à dire, ah ben c'est l'affaire d'un autre, ce sera toujours l'affaire de quelqu'un d'autre. Et du coup, après, c'est là que ça bouge pas. Et puis, moi, j'avais, je sais pas, je repartais à l'idée du, je sais plus qui c'est qui avait parlé du guichet unique, ou en tout cas, bon. Bah, nous, on a envie depuis longtemps de créer un lieu d'accueil unique pour que les jeunes et les enfants qui arrivent à l'hôpital parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont un frère, parce qu'ils ont un parent, puissent avoir des informations, puissent avoir un lieu d'écoute, puissent rencontrer une assistante sociale. En fait, que l'accès aussi aux soins soit plus facile, parce qu'il faut repérer et puis aussi faciliter l'accès, parce que nous, on nous a mis dans un petit coin, il faut déjà nous trouver. Donc, s'il faut nous trouver, si en plus on ne repère pas bien, si on n'est pas très nombreux, c'est vrai que c'est du coup, après, ça devient une charge en plus dans la situation des aidants, d'en plus aller demander de l'aide. Et je pense que là, ça complique encore plus. Donc, c'est vrai Oui, que... enfin, on était en train de discuter là avec Bénédicte. Ça pose quand même un vrai sujet parce que Léa était désignée personne de confiance. Donc, là, on dépasse le simple problème d'un manque d'information. Il y a un manque de considération de la place qu'il prend. C'est ça, je veux dire, il y a quand même un réflexe à donner. Je veux dire, une assistante sociale qui voit qu'une personne de confiance, c'est un jeune. Enfin, je veux dire, voilà, ça veut dire que, voilà, ça veut quand même dire quelque chose, quoi. Donc, Alors, il n'y a pas de mais formation. c'est l'armée, hein. C'est l'armée, enfin, l'armée dans le sens de lui donner des outils à C'est cette ça, AS pour qu'elle puisse mais détecter et orienter, quoi. Ouais, mais je rappelle le site Soutenir les aidants. Vous avez accès à des professionnels dédiés à l'accompagnement des aidants pour tout le monde. C'est pas parfait, ça maille peut-être pas encore toute la France. C'est en train d'évoluer, ça se structure. Il y a énormément de plateformes qui font des choses très intéressantes et qui mettent toute leur énergie à accompagner les aidants. Le plus difficile, c'est de les repérer et orienter. Et ça, je pense que c'est le boulot de tout le monde. C'est pas si compliqué. Il y a une chose à retenir, soutenirlesaidants.fr. C'est tout. Non, mais c'est Enfin, tout. moi, mais si. même si c'est pas Non, mais pas pour le handicap psychique. non, mais on est- indépendamment du handicap psychique, hein, moi, je sors d'une période où j'étais aidante de 3 personnes. Bah, je peux vous dire que j'irai jamais regarder les plateformes. Parce que à ce moment-là de votre vie, vous êtes la tête sous l'eau, mais plus que la tête sous l'eau. Et donc, il faut, pour aller sur la plateforme, qu'il y ait déjà quelqu'un qui vous sorte un tout petit peu la tête de l'eau pour vous redonner la force d'avancer et d'aller chercher d'aller chercher au-delà. Et quand on dit qu'il y a plein de gens qui n'utilisent pas leurs droits, ben oui, ils n'utilisent pas leurs droits parce qu'ils sont dans l'incapacité d'utiliser leurs droits. Et si ça, on ne le reconnaît pas, je pense qu'on passe à côté. Mais je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que les aidants arrivent épuisés. C'est toute la prévention en amont, c'est toute cette prévention primaire et cette connaissance, cette portée à connaissance, ce réflexe que tous les professionnels doivent avoir. Effectivement, je repère un jeune aidant, c'est une personne de confiance. Il me parle de certaines choses. Ok, c'est un aidant, c'est se reconnaître comme aidant. On en est encore là en 2024. Hein. Oui, et la dernière chose, c'est quand même rappeler qu'effectivement, on parle d'aidant là, mais un aidant de personne malade, pour le moment, il n'existe pas, il n'a aucun droit. Non. Donc, je veux dire, la première chose aussi qu'on a à faire, nous, on le sait, en termes de plaidoyer, hein, c'est de réussir effectivement à ouvrir cette catégorie d'aidants aux aidants de personnes malades. Parce qu'effectivement, un jeune aidant d'une personne effectivement avec un cancer, en fait, voilà, il ne rentre dans aucune catégorie à l'heure actuelle. C'est un jeune travailleur, il n'aura pas droit au congé de proche aidant de toute façon, si tant est qu'il a envie d'y aller, vu comment il est indemnisé. C'est encore un autre problème. Mais voilà, je veux dire, de toute façon, des droits, il en a pas. Donc, le premier truc, c'est déjà effectivement aussi qu'on soit vraiment sur des aidants de personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes malades, quoi. J'aimerais rajouter 2 choses par rapport à tout ce qu'on a pu entendre. La première, par rapport à Léa et le droit justement de donner le droit aux aidants de rentrer dans les hôpitaux. Et ils ont le droit, dans certains, je sais que moi, mon frère rentre à chaque rendez-vous avec mon papa et ma maman, alors que c'est pas l'aidant principal, c'est ma maman, parce que le neurologue l'autorise dans notre hôpital d'Amiens. Et ça, je sais que donc c'est possible. Et ce médecin, justement, comme vous le disiez, prend le temps. Et ça fait beaucoup de bien à ma maman qui n'est pas dans le domaine, on entend aussi, mon frère a une autre posture et c'est vrai que c'est très utile.
Et la deuxième chose que je voulais rajouter, c'est par rapport à vous, madame, sur la plateforme. Moi, c'est grâce à celle-ci que j'ai pu trouver du répit avec une association, Un Instant de Répit, qui est d'ailleurs présent dans la salle, dans la Picardie. Et c'est vrai qu'avant de connaître tout ça, j'étais totalement seule. Et encore, j'avais la chance on est une fratrie de 3, où on est très soudés justement face à ce combat, cette maladie, avec ma maman et mes frères et sœurs. Et une fois qu'on a réussi à trouver les ressources, comme par exemple grâce à cette plateforme. Et là, j'ai pu rentrer dans l'association GEAD, j'ai pu intervenir et là, tout se débloque en fait. Il faut juste trouver et c'est vrai que c'est grâce à cette plateforme que j'ai réussi à avoir tout ça. Donc ça fonctionne quand même. Mais c'est vrai que j'ai fait toutes les recherches pour y arriver toute seule. Oui, et je crois que quand même, c'est vrai qu'il faut aller assez bien pour faire les recherches. Il faut aussi pas avoir 10 ans et pas être... voilà. Et pour suivre régulièrement des gens qui vont pas bien, ils peuvent pas faire ces démarches. Ils n'ont plus l'énergie. Ils ont besoin qu'on les porte. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai travail de repérage et de les guider par les professionnels du soin psychique, les professionnels sociaux, mais en prévention. Mais c'est vrai que quand on est vraiment dans la difficulté, on va pas forcément aller chercher de l'aide. Oui, je voulais juste rajouter une petite chose pour rebondir sur ce que Marie-Jeanne disait tout à l'heure sur le fait que quand on a la tête dans l'eau, on ne va pas aller se rapprocher forcément des plateformes. Il faut savoir qu'il y a des plateformes qui acceptent que les professionnels nous contactent pour qu'ensuite on se rapproche de l'aidant. On le fait aussi. Donc, c'est pour ça aussi que c'est bien que les professionnels soient informés de cette possibilité. Je ne dis pas que toutes les plateformes au niveau national auront la possibilité de le faire, mais en tout cas, certaines le font. Et sur le site, il y a possibilité de se faire rappeler si l'aidant est d'accord. Si vous êtes professionnel et que l'aidant est d'accord, il peut même remplir pour vous vos coordonnées et la plateforme va aller vers la personne. C'est elle qui va appeler, du coup, pour prendre des nouvelles, pour évaluer la situation. Donc, on essaie vraiment de faire cette démarche-là. Mais je vais faire le mot de la fin pour Amaranta qui n'a plus de doigts. Merci beaucoup pour cette table ronde. Merci. Donc, je vous présente Gwenaëlle Tual, qui, entre autres, est présidente de l'Association française des aidants, mais elle a des tas d'autres casquettes et bien d'autres compétences. Nous travaillons ensemble depuis 2000. Bon, bref, on s'arrête. Et puis, je vous présente Henri Derange-Chabot-Sexus. Il n'a pu être présent aujourd'hui, mais comme ça, nous avons le plaisir, pour un certain nombre d'entre nous, de rencontrer Christelle Gezer, qui est co-déléguée générale de la Fondation France Répit et qui travaille main dans la main avec Henri depuis de nombreuses années, puisque tu étais présidente avant. Oui, absolument, c'est tout à fait exact. J'ai commencé à travailler avec, comme vous pouvez constater, je ne suis pas Henri Derange-Chabot, bien que parfois j'aimerais bien l'être. C'est beaucoup de privilège d'être un homme, mais bon. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, on n'a pas le temps. Donc, je suis Christelle Gessler. Effectivement, en 2012, Henri et moi, nous nous sommes rencontrés autour de soignants pour lancer cette belle aventure qu'est France Répit. Depuis, nous ne nous sommes jamais quittés et j'ai effectivement pris la présidence de la Fondation pendant de nombreuses années. Et puis, très récemment, après avoir ouvert la maison de répit de la métropole de Lyon à Tassin-la-Demi-Lune en 2018, et puis, fort aussi de notre travail et de la future ouverture de la maison de répit d'Île-de-France à Boulogne-Billancourt en 2026, nous avons pris la décision de changer d'échelle et d'enclencher, de passer en démultiplié. Et notre objectif est d'essaimer une maison de répit dans chacune des régions de France. Voilà, donc une est déjà construite à Lyon, une est en construction, bientôt en construction, puisque le permis de construire vient d'être déposé à la mairie de Boulogne-Billancourt. Et donc, plus que 11 maisons et on prend notre retraite. Voilà.
Alors, avant la retraite de Christelle, on a quelques questions. En fait, c'est très bien parce que le programme a été évidemment bâti de façon très pertinente entre trois cerveaux, Géraldine, Aurélie et Amaranta. Et on voit bien que le fil rouge est le même. C'est la question de savoir ce que les expériences des uns sur un public approchant le public qui nous réunit aujourd'hui, les jeunes aidants, pourrait peut-être nous permettre, pour une fois, d'utiliser le savoir expérientiel des autres pour éviter de rentrer dans les mêmes murs. De façon beaucoup plus claire et beaucoup plus moins familière, j'aimerais interroger Gwenaëlle et Christelle qui travaillent sur la question des adultes aidants depuis très 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 longtemps, que ça soit du côté du répit et des soins de répit, du côté de l'association France Répit ou du côté de l'association des Françaises des aidants, mais dans ces différents postes auparavant, Gwenaëlle réfléchissait déjà à la question des aidants adultes. Voilà, j'aimerais que vous nous livriez votre expérience et que vous nous guidiez pour éviter peut-être de refaire les mêmes erreurs et surtout de nous dire quels sont globalement les dispositifs, les actions qui vraiment ne fonctionnent pas pour qu'on évite de dépenser autant d'énergie. Voilà. Et on l'a déjà entendu là tout à l'heure dans les différentes associations qui s'occupent soit d'un type de population, soit d'un type de pathologie. Vous l'avez vu aujourd'hui dans vos pochettes, vous avez 2 guides à propos des aidants. Il y a une multiplicité de numéros de téléphone, de plateformes, de sites. Et néanmoins, ce que témoigne Léa avec... en tout cas, pour moi, je l'ai reçu avec beaucoup d'émotion. C'est cette solitude qu'on peut rencontrer encore en 2023 en France. Et je me dis que peut-être que tout ce qu'on a développé jusqu'alors, peut-être que c'est pas exactement comme ça qu'on devrait faire. Aller vers est peut-être une des solutions à envisager. Très bien. Alors allons-y. Donc, vous verrez, j'ai l'ordinateur, puisqu'effectivement, au fur et à mesure de la journée, je me suis permise de prendre un certain nombre de notes. Et il y a notamment 3 points, en tout cas, que j'appellerais 3 points de vigilance qui, sur la base de notre expérience, effectivement, l'Association française des aidants, sont, me semble-t-il, en fait, comme des garde-fous collectifs qu'on peut partager avec l'ensemble des acteurs pour éviter de rentrer dans les mêmes murs, parce que c'est bien de ça dont il est question. Puis en plus, on y rentre collectivement. Alors, on ne se marre pas. Le premier, c'est qu'il y a quand même derrière, en filigrane, l'impression que ça peut laisser parfois, c'est qu'il y a une tentation du nombre. Il y a quand même, en tout cas dans l'empreinte que ça peut laisser, cette idée qu'au fur et à mesure des différents travaux, on va avoir un nombre de jeunes en situation d'aidance qui va aller augmentant, et que donc au fur et à mesure que ce nombre augmenterait, ça viendrait en fait accroître l'impact de la communication ou la pertinence en fait des dispositifs qui seraient mis en œuvre. Alors ça, on peut vous le dire, on a un certain nombre dans cette salle, ça ne fonctionne pas. Le nombre, à un moment, il est important parce qu'il y a un adage, il n'est pas de moi, qui dit qu'on ne compte que ce qui compte. Ou c'est parce qu'on le compte que ça compte dans les politiques, certes. Mais ensuite, le fait de croître en termes de nombre, dans le fond, ça a un effet tout à fait contre-productif puisque ça devient une catégorie fourre-tout. Et donc, je fais le lien avec certains propos que j'ai pu entendre sur les aspects de définition. Il y a un réel risque à avoir une définition fourre-tout qui englobe l'ensemble des jeunes. Vraiment. C'est ce qui est en train de se passer pour les adultes. Plus ça va, plus nous avons des chiffres et des définitions qui augmentent. On est passé de 7% autour de la population française dans les années 2010. En 2015, là, on regardait, d'un coup, on est passé autour de 20%. Maintenant, on est à 25%. Eh bien, en fait, quel effet ça produit? Ils sont 2. Un, des personnes directement concernées qui nous disent « Mais attendez, juste, c'est pas possible, en fait. » Quand je regarde dans mon entourage ou les personnes que je rencontre, de fait, il n'y a pas une personne sur 4 qui a une telle intensité de besoin. Ça veut donc dire que vous mettez pêle-même dans une même définition et dans la même réflexion de dispositif des situations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et donc, au final, plutôt que d'avoir un effet de reconnaissance en termes de catégorie sociale, ça contribue à ce que certains ne se reconnaissent pas et ne souhaitent pas en fait s'approprier ce terme.
Donc peut-être premier enseignement en tout cas de notre expérience collective, c'est attention à la tentation du nombre. Elle peut exister, et on le sait, c'est pour ça que je l'appelle tentation. Et ça a des effets sur les aspects de définition qui au bout d'un moment font que dans le fond, on ne sait plus de qui nous parlons et à qui nous nous adressons et qui sont effectivement les publics prioritaires et donc les dispositifs à prioriser. Le deuxième point de vigilance, c'est que identification ne doit pas rimer avec approche par formulaire, si je le dis de façon très brève. Ça aussi, ça a été une autre approche qui a eu lieu, nous, si on regarde un peu rétrospectivement. Et donc, c'est la tentation derrière que les personnes puissent s'auto-reconnaître et puissent d'elles-mêmes cocher la bonne case qui va bien. Et qu'elles puissent qualifier d'elles-mêmes, en faisant des recherches, et notamment sur Internet, leur propre situation. Et d'une certaine façon, on met dans les esprits que s'il revient à la personne la charge de la qualification de sa propre situation, et non plus, comme avant on disait, le guichetier ou la personne qui venait un peu intermédier et vous aider à qualifier la situation. Ça contribue au sentiment d'isolement et de solitude. C'est un des déterminants, et ça a été documenté. C'est pas moi, Gwenaëlle Tual, présidente de l'Association française des aidants, qui vous le dit. Il y a des universitaires qui ont bossé sur le sujet de façon bien plus intelligente que je ne saurais le faire. Je pense notamment aux travaux de Clara Deville, qui a été regarder les impacts de la dématérialisation sur les démarches et les impacts que ça engendrait ensuite sur le sentiment d'appartenance à la société et, pour reprendre les termes de Marie-Jeanne, à la communauté. Quand on sait que la solitude, c'est un des premiers déterminants d'un bon système de santé, ça doit collectivement nous inviter à réfléchir. Le troisième point de vigilance qui est lié, c'est la tentation du guichet unique. Je vous assure, depuis que, au-delà de mon parcours personnel, depuis que je suis en tant qu'acteur, que ce soit sur des travaux de recherche ou pour développer des dispositifs, le guichet unique, je crois que ça va faire 18 ans que je l'entends. Bon, spoiler là aussi, ça n'a jamais fonctionné. Et ça ne fonctionnera vraisemblablement pas, en fait. Mais le guichet unique, c'est comme l'approche par formulaire ou par case. Il permet en fait à tous de pouvoir nous dire que la qualification de la situation repose sur un processus qui, d'une certaine façon, ne nous appartient plus et ne relève plus de nous. Là aussi, il y a des travaux d'universitaires qui ont documenté les effets que cela produit sur les personnes. Je suis en train de créer un silence. Ce n'était pas le but pour une fin de journée. Donc, je vais m'arrêter là sur les points de vigilance. Mais quand on regarde, en tout cas, le cheminement, ce qui est en train de se produire à l'échelle collective en France, sur la situation, la reconnaissance des proches aidants et notamment, plus spécifiquement, des adultes, eh bien, je pense que ces 3 points de vigilance-là sont tout à fait pertinents avec les situations et les approches qu'on peut avoir des plus jeunes. Maintenant, je garde le micro. Christelle. Alors, sur les points de vigilance, je ne saurais pas apporter mieux que Gwenaëlle vient de le faire. En revanche, je peux parler des points communs. Des points, effectivement, qui peuvent nous enseigner des choses sur ces 2 types de publics. On part effectivement du principe, et là je suis vraiment à 100% d'accord avec Gwenaëlle, que chaque situation d'aide est vraiment complètement unique. Alors il se dessine des grands sous-groupes, bien évidemment, où voilà, la maladie, le handicap, l'âge de l'aidant, voilà. Mais chaque situation d'aide est vraiment extrêmement unique. La situation d'une famille ne ressemble pas à la situation d'une autre famille. Ce que nous faisons à la Maison de Répit, nous essayons d'apporter, d'abord notre sujet de soins, c'est l'aidant. Et nous essayons d'apporter une solution à la diade aidant-aidé absolument sur mesure, en ayant ce que l'on appelle une approche, une posture basse. Le soignant a une posture basse, c'est-à-dire une posture humble vis-à-vis de la situation, et se pose non pas en expert, non pas en sachant, mais il recueille de la part de l'aidant son savoir unique, complet,
de la situation de son aidé lorsque nous organisons un séjour dans lequel l'aidé participe. Donc ça c'est vraiment une dimension, je pense, qui est transposable à la jeunesse. Je pense que chaque aidant, quel que soit son âge, a une situation extrêmement personnelle, a une relation personnelle avec son aidant, avec voilà, des choses bien qui se passent dans cette relation, des choses un peu moins bien. Il peut y avoir... la maladie est une loupe qui grossit aussi beaucoup les difficultés relationnelles qu'il peut y avoir entre les gens. Et la maladie donc, ne règle pas toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans une cellule familiale. Elle peut même, au contraire, les mettre en exergue. Et donc, ça, je pense que ça, c'est un point commun. Le sur-mesure, la réponse sur mesure, au cas par cas, individuellement, famille par famille. Merci Christelle. Ça, c'est un objectif. En fait, moi, j'aimerais interroger les moyens. C'est-à-dire qu'on a eu toute la journée des résultats de données issues de la recherche sur des focus spécifiques. Ces données, elles sont essentielles. Elles nous enseignent, mais comment on fait, comment on marche mieux tous main dans la main? Enfin, pour moi, c'est ça le propos, c'est-à-dire comment tous ces travaux de recherche, que ça soit en psychologie de la santé, que ça soit en sociologie, que ça soit dans d'autres domaines des SHS, ou voire de la médecine, hein, je pense que là, on aurait sûrement quelque chose à travailler, mais c'est... on a tous le même objectif. On voudrait tous que les aidants aient un parcours de soins personnalisé comme peuvent avoir un certain nombre de patients. Par exemple, en cancérologie, c'est un domaine de la médecine où on est quand même très en avance et on a des parcours de santé en cancérologie, des plans personnalisés de santé qu'on a régulièrement, qu'on soit soigné dans un CHU ou dans un CLCC. Voilà. Et en fait, on se dit que la question de l'aidant adulte, et qui plus est du jeune adulte, parce que je rappelle toujours que le jeune, il est en devenir, voilà, on aurait tous envie de construire un plan personnel d'accompagnement de l'aidant ou du jeune aidant pour pouvoir réaliser ce que tu nous racontes. Et dans le fond, on fait comment? Parce que avant de faire ça, tu le dis et tu nous dis attention, tu sais à quel point là je suis d'accord sur la démultiplication des numéros de téléphone uniques, des guichets uniques, quand on voit la succession des réformes de notre système de santé médico-social ou social, où soi-disant on va simplifier et en fait au bout du bout, quand on interroge les usagers, ben, j'en ai pas la vraie impression qu'on a beaucoup simplifié. Enfin, voilà. Mais comment on fait? Comment collectivement on fait? Est-ce que d'un seul coup on se dit c'est de la responsabilité des médecins, c'est de la responsabilité des psys, c'est de la responsabilité des ARS, c'est la responsabilité des chercheurs, c'est la responsabilité de l'école? Enfin, est-ce qu'on doit chercher un responsable ou est-ce qu'on doit être tous co-responsables? Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être 2 points de réflexion. En fait, c'est, me semble-t-il, une affaire de méthode, plus de à qui va avoir la responsabilité. C'est-à-dire, dans l'approche capacitaire, elle a quand même porté ses fruits. Et l'approche capacitaire, concrètement, c'est quoi? C'est bien évidemment, et je l'ai entendu durant la journée, dire aux jeunes, et que les jeunes puissent dire « je suis capable de ». Ça, je l'ai entendu, je développe des compétences et des compétences que je peux valoriser. Mais avant ça, il y a aussi le fait que je puisse être acteur dans mon propre parcours d'accompagnement, et ce que j'ai entendu tout à l'heure, y compris dans les soins. Et donc, ce matin, il y avait une frise avec le continuum de l'aide. Si je ne fais pas erreur, il se trouve qu'il existe le continuum de l'engagement dans les démarches de partenariat en santé et dans l'accompagnement. Et ce continuum de l'engagement vient du Québec. C'est le modèle de Montréal. Il s'appelle comme ça, hein, c'est le modèle de Montréal. Il permet justement de pouvoir regarder dans une approche petit pas comment, dans les différents éléments, que ce soit à l'école, dans un CHU ou dans un autre endroit, comment je peux co-construire avec les acteurs et les professionnels. Et cette démarche-là, elle permet de pouvoir retrouver du pouvoir d'agir, de ne pas se sentir impuissant. Et donc, là,
derrière, ça permet à un ensemble d'acteurs et donc aussi au système lui-même, en fait, de pouvoir progresser et monter en compétences. Et c'est certainement ça, la co-construction, qui pourra éviter un écueil auquel on a été et nous sommes encore collectivement confrontés, c'est que des dispositifs soient montés et qu'il n'y ait pas grand monde qui y aille. On va quand même se dire les choses, c'est-à-dire qu'il existe multitude de dispositifs en France, ça paraît dingue, hein, je sais quand je dis ça, il existe des dispositifs en France qui ne trouvent pas preneur, pour le dire de façon très directe et très vulgaire. Et pourquoi ils ne trouvent pas preneur? Parce qu'ils n'ont pas été co-construits. On pense pour, et ça je l'ai aussi entendu, c'est-à-dire on va faire pour, on va informer pour qu'ensuite, mais est-ce qu'on le fait avec les premiers concernés? Est-ce qu'on co-construit les dispositifs? Est-ce que la question de recherche a été co-construite avec les personnes concernées? Est-ce que le parcours de soins, est-ce que les groupes de parole qui sont montés par exemple dans l'établissement hospitalier qui a été mentionné tout à l'heure, est-ce qu'ils sont là aussi co-construits dans les modalités pratiques avec les jeunes concernés? Donc il existe le continuum de l'aide. Je vous invite à aller regarder le continuum de l'engagement. Il y a différentes étapes qui permettent vraiment dans une logique de petits pas et de façon très responsabilisante. C'est-à-dire, c'est pas de se dire ça va être telle institution ou tel acteur à qui il revient de qualifier et d'organiser le parcours. C'est comment de là où nous sommes tous, chacun, nous pouvons concrètement agir. Et il y a un deuxième élément qui peut aussi contribuer, c'est la pluridisciplinarité. Moi, je vous invite collectivement à convier des mathématiciens, des géographes, des historiens, des éthiciens, des anthropologues, des juristes, pour pouvoir échanger sur les représentations, les perceptions. Au point de départ, si je reviens des années, même décennies en arrière, quand on va dire le champ de l'aidance a été construit et constitué, qu'est-ce qui a permis aussi de pouvoir collectivement progresser dans les représentations et perceptions? Ça a été la pluridisciplinarité. Et vraiment, dès le début, il y a des mathématiciens, il y a des économistes, il y a des historiens, il y a des anthropologues, et qui vont venir apporter d'autres éclairages, d'autres points de vue. Et ça, c'est pareil, c'est en termes de méthode, puisque tu poses la question des moyens, c'est quelque chose qui est à notre portée, en fait, collectivement. Tout à chacun, de là où nous sommes, nous avons la possibilité de pouvoir solliciter des regards pluridisciplinaires pour réouvrir et justement ne pas aussi s'enfermer dans des formes de définition, de parcours, notamment si on ne les construit pas avec les premiers concernés. Je ne peux être que d'accord. J'avais plus de son. Deuxième fois, troisième, on dîne ensemble. On dîne ensemble. Tu peux venir? Christelle, dis-nous. Alors, encore une fois, je suis à 100% d'accord avec Gwenaëlle. On voit bien que la problématique principale, elle est le repérage. Elle est voilà. Qui sont ces jeunes? Qui sont ces personnes qui ont besoin d'aide? Où sont-elles? Comment peut-on les convaincre de faire appel aux dispositifs qui existent et qui sont à leur disposition? Je pense que, Françoise, c'est vraiment une responsabilité complètement commune, complètement collective. Et la responsabilité, elle est partout. Elle est à l'hôpital, elle est auprès des soignants qui sont au chevet des personnes malades, elle est chez les assistantes sociales, elle est dans la société en général, elle est dans les collectivités territoriales, elle est partout où les patients et les aidants se rendent et partout où ils s'adressent. Et puis, il y a certainement aussi la nécessité de tous ces dispositifs qui existent, d'essayer de penser à une forme d'aller vers. Et encore un point commun, encore un point de concordance entre les adultes, enfin en tout cas la façon de prendre en charge les adultes et la façon de prendre en charge les plus jeunes, c'est d'aller vers eux. À la maison de répit de Tassin, nous avons une équipe mobile constituée de médecins, d'assistantes sociales, de psychologues, d'infirmières qui se rendent en binôme au domicile des patients pour évaluer la situation, essayer de comprendre l'écosystème familial, où sont les besoins, où sont les difficultés, comment on peut les régler. Cette équipe mobile propose le séjour, mais comme une modalité parmi les autres de régler les difficultés qui peut y avoir à la maison. Donc, cet aller vers, il est aussi nécessaire, je pense, et c'est un point commun entre le jeune aidant et l'aidant adulte. Il faut l'organiser, voilà, il faut essayer de l'organiser chacun à notre niveau. Le aller vers, tu en penses quoi? Parce que vous êtes à deux niveaux. Oui.
hein, Christelle est plus sur le terrain. Toi, tu nous embarques dans une réflexion. Parce que nous sommes un maillon, comme on dit, entre le national et le local. Donc, si, on est extrêmement sur le terrain, puisqu'il y a un peu plus de 270 Je n'ai pas dit que la fin n'était pas sur le porteurs terrain. sur le terrain. Je parlais juste de tes et propos, notamment là. dans les ultramarins. Ouais, Mm. parce que si on tire les leçons, c'est aussi, je pense, de notre responsabilité de se dire, voilà, on a été aussi acteur de la vision, de la compréhension de ce que sont les situations des danses à l'heure actuelle. Et donc, se dire comment voilà, on peut partager ça et mettre ça au pot commun des réflexions pour qu'on s'évite collectivement les mêmes écueils. Je pense que ça fait partie de notre responsabilité. Après, la logique de aller vers, bien évidemment, puisqu'en plus, à l'Association française des aidants, on a une logique qui est complètement territoriale et donc à la fois dans les campagnes, dans les grandes villes, métropoles, territoires ultramarins, bien évidemment. Et que ce qu'on voit bien, c'est que la logique d'aller vers, si justement on est dans une logique de guichet unique, la logique d'aller vers, elle est quasi contradictoire. Ou alors, vous pensez la logique du guichet unique à proximité géographique, très très proche de la personne. Donc, il y a un moment, les deux, opérationnellement, trouvent à s'articuler avec peine. Ou alors se dire qu'on va au guichet unique pour qu'ensuite la personne puisse être redirigée en proximité de chez soi. Enfin, on voit bien, et on l'a vu, que c'est pas opérant la plupart du temps. Donc, le aller vers, il est une posture, il est une démarche. Et quand on va vers, il y a quelque chose, j'ai envie de dire, alors c'est pas le bon terme, c'est pas charnel, c'est corporel. On a quelque chose, non mais il y a quelque chose de corporel. Aller vers avec un site internet ou avec des newsletters, en fait l'outil lui-même, voilà, met à distance. Et ça, nous tous dans nos quotidiens, on le sent bien. On arrive en fait à en faire cette expérience commune-là. Donc la logique de l'aller vers, elle passe notamment par de l'entrée en relation, de la rencontre, par de l'échange, et que ces touches, ces points d'entrée d'échange soient les plus diversifiés possibles. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on porte, parce que c'est à l'ADN de l'association que de pouvoir maintenir le lien entre la personne accompagnée et le proche aidant, mais également le lien du proche aidant à la société. Pour reprendre le propos de Marie-Jeanne tout à l'heure, moi j'avais marqué le lien à la société, là où elle parlait de faire communauté. Mais c'est de ça aussi en fait dont il est question. Et donc comment, au travers de ces aller vers, on permet non seulement que la personne puisse se sentir, être à sa place de proche dans des conditions qui lui semblent acceptables pour elle, et qu'en même temps, on puisse développer, renforcer un lien à la société où elle puisse se sentir, là aussi, faire partie d'une communauté, en fait. Donc, ces deux points sont importants. Elle va essayer de dire quelque chose. Je voudrais juste rajouter un truc dans le aller vers. Il faut aussi, je crois, changer de regard, là, sur les aidants, et notamment sur les jeunes aidants. On en a déjà parlé, toi et moi. Je crois que c'est important de le dire parce que ça contribuerait à aller vers eux avec la bonne communication. On ne peut pas continuer à dire, comme j'ai entendu sur toutes les émissions télé et beaucoup d'émissions radio, que les aidants sont des super-héros. Je suis aidante, je ne me lève pas le matin avec une cape de Wonder Woman en me disant « Wouh, youhou, je suis prête pour cette journée ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Et je ne crois pas, je ne connais pas d'aidants, ou très peu, qui s'identifient à cette image-là. Et pire encore, je trouve que c'est criminel vis-à-vis d'un jeune. J'utilise le terme criminel. Parce que dire à un jeune, ce que tu fais, c'est génial, t'es un super-héros, c'est le priver de l'expression de sa propre vulnérabilité. C'est l'enfermer dans un rôle qui n'est qu'un rôle et qui n'est pas tout de lui. Et ça, je crois que tant qu'on n'arrivera pas à s'adresser avec à la fois humilité et respect aux aidants et aux jeunes aidants, on ne va pas s'en sortir comme ça. Et on ne pourra pas pratiquer ce aller vers parce que on ne s'identifiera pas, les jeunes ne vont pas s'identifier à ça. Et je crois que c'est super important. Merci. D'où l'intérêt de la co-construction que propose Gwenaëlle et qui est effectivement tout à fait efficace. On l'a vu dans un certain nombre d'études. Christelle ? Oui, ni héros, ni victime. Ni héros, ni victime. Voilà, l'aidant, il a un parcours de vie qui est le sien.
il vit effectivement ce moment d'aide, parce que c'est parfois un moment, hein, parfois ça s'inscrit dans la durée. Il le vit de façon extrêmement personnelle. Et effectivement, il faut, et d'autant plus si c'est un jeune, qu'il puisse exprimer son regard vis-à-vis de cela. Est-ce qu'il aime ça? Est-ce qu'il n'aime pas ça? Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il n'est pas d'accord? Est-ce que c'est un rôle qu'on veut lui faire jouer? Est-ce qu'il veut bien le jouer? Est-ce qu'il veut le jouer longtemps? Est-ce qu'il n'a pas mieux à faire? Enfin, moi, depuis tout à l'heure, j'entends des situations de jeunes, et j'ai été aidante personnellement. J'ai aidé mon fils qui avait entre 2 et 7 ans. Donc, c'est une posture très naturelle pour une mère que de s'occuper de son enfant. Mais qu'en est-il? Pardon? Qu'en est-il de la posture de l'enfant quand l'enfant doit prendre la place de celui qui a la responsabilité? C'est une situation qui peut être rejetée par le jeune, et il faut lui donner la possibilité de la rejeter. Donc oui, ni victime, ni héros. Je suis vraiment très d'accord. Eh bien, écoutez, est-ce qu'il y a le temps d'une question? Alors, une question. Est-ce que vous avez une question synthétique, rapide, qui va appeler une réponse tout aussi synthétique et rapide? Alors, en attendant qu'il y ait une question, je vais juste vous donner quand même une information qui me semble essentielle. C'est, est-ce que vous savez que le interdit aux moins de 13 ans dans nos services hospitaliers n'est absolument ni un décret ni une circulaire? C'est une condition d'usage et qui est décidée entre le directeur de l'hôpital et le président de la CME, bien souvent. Et que c'est interdit aux moins de 13 ans dans nos bâtiments vient de l'époque où les enfants étaient interdits parce que porteurs de maladies infantiles. Et maintenant, pour quand même que nous, monde adulte, nous retrouvions en équilibre sur nos pattes, on nous explique que c'est pour protéger les enfants des maladies nosocomiales. Mais fouillez les textes, je vous invite, je sais que tu travailles avec une juriste, Basili, fais-la travailler sur la question et elle ne trouvera aucun décret, aucune circulaire. Voilà. Et donc ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir. Alors, une question, Basili. Alors, merci beaucoup pour les retours que vous faites. Moi, j'aurais surtout une réaction par rapport au guichet unique. Pour les étudiants, le guichet unique, c'est pertinent. Et ça a fait ses preuves, parce que moi, j'ai fait toutes mes études à l'Université de Bordeaux. Et ce service phase qui a été mentionné précédemment, c'est un service qui est extraordinaire pour en avoir bénéficié moi-même du fait de problématiques de santé pendant mes études. Et le fait que ça soit un guichet unique fait qu'il est de suite identifié. N'importe quel étudiant du site de la Victoire sait exactement où se situe géographiquement sur le site ce service. N'importe quel étudiant sait qui aller voir, comment prendre rendez-vous. Et ça, c'est important. Et là, ce que moi, je repère en étant maintenant maître de conférence à Aix-Marseille Université, c'est qu'il y a tellement de services différents qu'en fait, un étudiant, on lui dit « mais va voir une psychologue », ils ne savent même pas où s'adresser. Tu es en situation de handicap, tu as le droit de bénéficier d'aide, ils ne savent pas non plus à qui s'adresser. Le fait d'avoir un guichet unique, ça permet de rendre visibles ces choses-là. Après, je ne dis pas qu'il faut un guichet unique pour tout, mais en tout cas, je sais qu'à l'Université de Bordeaux, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et je voulais juste partager ça. Oui, alors pour nous, c'est pas un guichet unique en fait. Ça c'est un point d'entrée, un point de contact. Mais ça, justement, au contraire, ça montre bien qu'il ne faut pas de guichet unique, parce que si on a un guichet unique demain, potentiellement, il n'est pas du tout. Non, mais voilà, je voulais m'excuser parce qu'en entendant Gwenaëlle, je me suis rendu compte que l'utilisation du terme tout à l'heure était mal comprise. Non, moi, je parlais bien d'avoir une personne à un moment référente qui va pouvoir délivrer des informations sans avoir besoin d'avoir un doctorat navigation Internet pour réussir à savoir à qui on doit s'adresser et à quoi on peut prétendre. Mais le truc, c'est que en fait, cette formule-là, si vous faites justement une recherche Internet, vous verrez que sur le thème des aidants, elle revient de façon constante. Donc, en fait, indépendamment du propos, et de toute façon, il a été dit à plusieurs reprises dans la journée, c'est qu'est-ce qu'on a en filigrane. Et donc, ça vaut le coup de réinterroger en fait ce que ça signifie. Qu'est-ce qu'il y a comme idée derrière ?
C'est surtout ça, en fait, le point de vigilance à avoir collectivement là-dessus. Je crois que l'idée, c'est d'avoir un humain. Non, mais je veux dire, enfin, pour moi, là, tout ce que vous venez de dire, enfin, toutes les deux, c'est à un moment pouvoir rétablir une question de relation, enfin, la question de la singularité de la situation. Et enfin, c'est vrai que, alors, bon, des fois, je me dis, avec François, je me dis, je suis plus jeune et ainsi de suite, mais maintenant, je suis beaucoup plus vieille que des plus jeunes. Mais non, mais la question de la digitalisation, vraiment, et du fait que, enfin, la dépersonnalisation de la relation, or, ce qu'on a entendu, c'est quand même la question de la solitude, enfin, qui est revenue dans les témoignages. Et le fait de proposer de la solution numérique, enfin, je veux dire, en quoi ça vient répondre à ce besoin, et donc rétablir, Christelle le disait, enfin, rétablir la question de l'humain et de la relation, quoi. Le guichet unique, en fait, mène à la standardisation. Et la standardisation, c'est le contraire du sur-mesure. C'est le contraire du contact unique, de la situation unique, et donc d'aller vers la problématique de l'humain qu'on a en face de soi. Donc, Basile, contact unique et plus guichet unique, il faut qu'on change notre vocabulaire. Dans les études, ce que ça montre... C'est un point d'entrée. Un référent, un point d'entrée. Un point de contact. Non, mais il est intéressant, et nous, c'est dans notre rôle, justement, c'est que les termes sont parfois utilisés dans des conceptions, des acceptions qui ne sont plus celles originellement. Et néanmoins, du coup, il y a des choses qui continuent à être véhiculées. Et sur la dématérialisation, je veux dire, c'est documenté sur le plan scientifique. On le sait que ça a des impacts, mais très, très long-termistes, y compris jusqu'au vote. La dématérialisation a un impact direct sur la nature des votes dans les sociétés. Donc pour vous dire les effets long-termistes. Et parmi les effets que ça engendre, tout particulièrement pour les structures de soins et d'accompagnement, donc vraiment, je vous invite à aller voir, notamment, il n'y a pas qu'elle, mais les travaux de Clara Deville ont, me semble-t-il, le mérite d'être particulièrement clairs et explicites. En gros, au bout d'un moment, la personne, elle se dit, mais alors, ils ne veulent plus me voir, ils ne veulent plus m'entendre. C'est à ce point. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui va prendre du temps pour moi. Et donc, collectivement, on est en train aussi de recréer. Et donc, par rapport au point qui a été dit à plusieurs reprises de se sentir seul, isolé, eh bien, si on réfléchit dans l'autre sens et on se dit finalement, le premier truc sur lequel on devrait travailler, c'est la solitude, c'est ça? Et que finalement, on serait peut-être beaucoup plus efficace collectivement à travailler là-dessus et à comment on peut combattre ce sentiment de solitude des jeunes aidants. Et quels seraient les moyens de lutter contre ça? Eh bien, peut-être que là, pour répondre à ta question, on irait de façon beaucoup plus directe et pertinente sur des moyens efficaces. La dématérialisation, en fait, c'est un langage, et ce langage amène une certaine attitude. Et cette certaine attitude, c'est la distance. Et effectivement, c'est le contraire de ce que nous souhaitons mettre en place. Juste pour illustrer de façon extrêmement concrète ce que vient de dire Gwenaëlle, nous avons à la maison de la métropole de Lyon une file active de 450 familles que nous avons identifiées et à qui nous avons rendu une visite grâce à notre équipe mobile. Un tiers de ces familles, 150 familles, n'ont jamais organisé de séjour dans la maison. En fait, la seule idée que cette maison existe, qu'on soit venu les voir pour leur expliquer qu'ils pouvaient y avoir accès et qu'ils pouvaient l'utiliser, eh bien, ça suffit à apaiser un certain nombre de leurs anxiétés, de leurs angoisses, et ils se disent, voilà, j'ai une solution en cas de. Et donc, ils font partie de notre file active, n'ont pas fait de séjour, la personne qui les accompagne n'ont pas fait de séjour. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en feront pas un jour, mais voilà, ça existe, c'est là, ils peuvent l'utiliser, ils le savent, et ça participe à leur tranquillité d'esprit. Eh bien, écoutez, on clôture. Merci beaucoup. Merci Gwenaëlle, merci Christelle, merci Amaranta. Merci à tous. Merci Aurélie, merci Géraldine. Merci à tous d'avoir été là et on vous espère encore plus nombreux dans 2 ans ou peut-être dans... Je ne comprends pas. Parce que je suis vieille. Pardon ? Ah, alors encore un petit merci aux étudiants de l'Université Paris-Cité. Ils sont toujours aussi charmants, aussi nombreux et aussi efficaces. Il faut dire que si vous êtes managé par Géraldine et Aurélie, il vaut mieux l'être
Merci beaucoup aux jeunes aidantes d'avoir été auprès de nous. Moi, je suis pour la proximité et le respect des territoires qui se développent tous différemment. Et je pense que c'est ça, quelque chose qui s'appelle des communautés compatissantes, qui sont des communautés qui se mettent en place autour d'une situation où il y a une personne malade ou handicapée. Et donc, ça veut dire que c'est du bénévolat entre voisins. C'est le médecin qui va quand même passer voir la famille. Voilà. Donc, à mon avis, visons aussi la proximité. Ça évitera trop d'Internet, même si, comme vous le dit Gwenaëlle, on n'est pas contre. Voilà. Mais en tout cas, voilà, quand tout remplace tout, eh bien, il n'y a plus grand-chose. Merci beaucoup et bon retour. Merci Pauline à toi, Virginie, Camille, Amaranta.